On va aborder un autre aspect maintenant qui est la matière révélée. Comme je vous l'ai dit, bon là, pour l'instant, on s'est occupé, on est intervenu que sur la forme, que sur le parement. Mais on peut aussi, quand le béton a fait sa prise, plus ou moins, intervenir sur le parement extérieur, sur la laitance extérieure qui, quand elle fait sa prise... pourquoi le béton est gris ou blanc? Parce que le long de la peau de coffrage, vous avez une fine pellicule d'eau et par phénomène de capillarité, vous allez avoir une concentration des particules les plus fines constitutives du matériau béton, qui sont les grains de ciment, qui vont se trouver de façon plus importante à cet endroit-là. Et quand le béton va avoir fait sa prise et durci, ben, quand on va décoffrer, ces particules de ciment gris vont donner un béton plus ou moins gris en fonction du ciment que l'on a employé, hein, puisque je vous rappelle que la teinte du ciment est très liée à la carrière d'origine, hein, et à l'oxyde de fer qui est présent dans les composants qui vont permettre de réaliser le ciment, et sinon ce parement de ciment blanc qu'on va avoir quand on utilise, ce parement blanc qu'on va avoir, de béton blanc, pardon, qu'on va avoir quand on utilise du ciment blanc. Et donc, en matière de traitement chimique, bon, aujourd'hui, on n'utilise plus qu'un seul traitement, qui est le béton, la désactivation. Alors, en fait, quel est le principe de la désactivation? C'est sur un coffrage, soit un moule de coffrage en préfabrication, soit sur un coffrage en béton coulé en place. J'en ai parlé tout à l'heure sur un exemple, on va en revoir un détail tout de suite. Bon, on applique un produit qu'on appelle un désactivant. Alors, selon son intensité, il va désactiver plus ou moins en profondeur. Et ce produit désactivant, qu'est-ce qu'il va faire? La pellicule de laitance dont je vous ai parlé précédemment, ça ne va pas empêcher le béton dans son épaisseur de faire sa prise et d'avoir ses propriétés structurelles. Mais par contre, la pellicule grise ou la pellicule blanche du coffrage brut, elle ne va pas faire sa prise, et soit par un brossage, soit par un balayage, soit par un lavage à l'eau, on va faire apparaître ce que vous voyez ici, c'est-à-dire les éléments constitutifs du béton. Alors ici, c'est un béton avec une charge de granulat très importante, mais on va faire apparaître, que ce soit d'ailleurs par le traitement chimique ou par le traitement mécanique, des éléments constitutifs du béton, puisque je vous rappelle que dans du béton, vous avez des grains de ciment, du sable et des cailloux, qu'on appelle granulats, d'autres composants chimiques, etc., quand on veut faire des bétons autoplaçants, etc., mais ça n'intervient pas sur le parement, la texture, l'expression du matériau. Et donc, on va ainsi révéler plus ou moins en profondeur, avec ce désactivant, les cailloux qui sont présents dans la constitution du béton, comme on peut le voir ici, comme on peut le voir à cet autre endroit. Alors oui, peut-être quand même que j'ai peut-être été un peu rapide, hein, comment dirais-je, ça va retirer, je dirais, l'enrobage, hein, du matériau béton. Et comment dirais-je, le désactivant, excusez-moi, il peut être appliqué soit au pinceau, soit au rouleau, soit on peut utiliser des papiers ou d'autres éléments qui sont mis sur la peau coffrante et qui sont imprégnés de désactivants. Soit même on peut utiliser des transferts, une forme de sérigraphie, c'est-à-dire qu'on utilise soit des feuilles de différentes natures, il y a des feuilles de papier, d'autres des feuilles de plastique, etc., sur lesquelles on est venu, avec un procédé, un peu de sérigraphie, mettre du désactivant de différentes intensités, et on peut même obtenir, on peut graver des motifs, etc. Alors, la sérigraphie aujourd'hui n'est plus développée en France, pour des raisons commerciales, pas pour des raisons de technicité, hein. Par contre, la désactivation est encore utilisée. Là, vous en avez un exemple. C'est donc au Stanislas Fischer, au siège du groupe des chaussures André à Paris. En fait, Stanislas Fischer est un architecte qui est un peu, comment dirais-je, postmoderne dans son écriture et qui aime beaucoup faire un travail sur la modénature des matériaux. Vous voyez, par exemple, ici, on est à l'intérieur et ce sont des éléments préfabriqués en béton. Et là, il fait tout un travail à la fois sur le creux. On retrouve la question du relief, etc., de ce qu'on a évoqué précédemment aussi, de trouver une partie arrondie. Mais en plus, pour retrouver un aspect qui rappelle la pierre traditionnelle de l'architecture parisienne, il a fait désactiver le parement de ces panneaux de béton pour ne pas avoir un parement brut et avoir cet aspect de surface qui est plus proche de l'expression de la pierre. On retrouve ici le
le socle que je vous ai montré précédemment avec ces réservations en creux. Hein. Et vous voyez que là aussi, le parement de surface n'est pas brut de décoffrage, il y a des petites aspérités, une petite texture, un grain qui a été obtenu par une très légère désactivation. Et puis bien sûr, vous retrouvez la présence des écarteurs de manche, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on a évoqué précédemment est encore présent. Pardon. J'ai parlé aussi de la sérigraphie qui ne se fait plus aujourd'hui par désactivation en France pour des raisons commerciales. Donc on pouvait en effet, avec des papiers ou des plaques imprégnées sur des banches de coffrage, là c'est en préfabrication, hein, c'est un centre culturel en Alsace, Grün, hein, donc Grün en allemand ça veut dire vert, donc on a un béton vert, c'est le choix des architectes, hein, Suter et Laburt. Et ils ont, comme c'est un centre culturel avec différentes expressions artistiques, la danse, le dessin, ils avaient voulu animer une partie de la façade avec des dessins qui représentaient les activités se situant à l'intérieur des espaces de danse. Et donc, vous voyez là, dans la banche de coffrage, on a mis des papiers sérigraphiés. Donc, vous voyez, ici, il n'y a pas de désactivant, donc ça reste le parement brut qui est un peu vert. Et puis ici, vous voyez, on a une partie du parement qui a été désactivée et qui a été ensuite retirée. On a ici, par exemple, un motif de feuille que l'on voit apparaître. Donc, vous voyez, c'est assez fin. Hein. Il y a des panneaux qui ont été faits avec Marianne, avec ceci, avec cela. Donc, et vous voyez, ici, vous avez des motifs un peu plus arboricoles, hein, des feuilles, des motifs végétaux. Donc, on peut faire ce travail avec la sérigraphie. Pour que vous compreniez le principe de la désactivation, vous voyez ici, on est dans une usine de préfabrication. Alors c'est une désactivation très simple, hein, tout simplement pour faire apparaître ce jeu de grains. Mais vous avez ici un panneau dont le parement superficiel a été désactivé. Ici, avec un jet d'eau sous pression, on vient le nettoyer et retirer cette pellicule blanchâtre. Et une fois qu'on a fait cette opération, on obtient cet aspect de parement qui montre ce grain, ces granulats qui sont à l'intérieur du béton et qu'on fait réapparaître. Donc après, il y a les traitements mécaniques. Alors, dans les traitements mécaniques, on a aussi bien le brossage, le lavage, généralement qu'on fait intervenir quand on nettoie les parements. Parfois, on peut faire des brossages plus intensifs qui commencent à attaquer très légèrement le parement brut pour faire apparaître les premiers grains, etc. Mais disons que les traitements mécaniques qui vont commencer à transformer vraiment le parement, c'est plutôt le sablage, comme on peut voir ici. Hein, donc le sablage, vous le comprenez aisément, il suffit tout simplement de projeter du sable sous pression avec de l'eau sur des éléments. Alors on peut faire du sablage en chantier comme sur des éléments préfabriqués comme on l'a ici. Alors ce sablage va attaquer la laitance, le parement superficiel, mais il va aussi donner une certaine homogénéité. Il fait apparaître un grain, mais comme il a tendance à blanchir un peu tous les éléments par la projection du sable qui viennent éroder, ça va donner une homogénéité de surface, contrairement à la désactivation qui va faire apparaître plus les différences entre les granulats. Là, du fait qu'il y a l'attaque par projection du sable va blanchir un peu tout et donc donner une certaine homogénéité et un grain souvent assez doux, quoi. À la fois c'est granuleux, mais en même temps c'est un aspect assez doux. Alors ça nécessite quand même, vous voyez déjà d'un équipement, hein, parce qu'il n'est pas question que la personne qui projette le sable ramasse ça dans ses poumons, et puis d'autre part aussi d'un savoir-faire, hein, parce que si vous restez trop longtemps à un endroit en sablant, vous allez avoir des moirages qui vont apparaître soit sur votre parement, soit sur votre plaque de béton, parce qu'évidemment le sable aura attaqué un peu plus en profondeur et vous aurez des taches. Donc ça nécessite d'avoir des compagnons qui savent faire ça. Bon, c'est un savoir-faire manuel, une technique qu'on apprend par le geste, hein, on peut la décrire dans des livres pendant 107 ans, après il faut l'apprendre par le geste. Alors vous avez une autre technique de projection qui est le grenaillage. Alors le grenaillage consiste à projeter assez souvent des billes de verre ou des billes métalliques contre du béton brut. Et évidemment, ça permet d'obtenir alors là, c'est sur un parement coulé en place, et je pense que c'est une partie basse d'un ouvrage d'art, etc. Et ça permet d'obtenir, si vous voulez, contrairement au sablage, une texture beaucoup plus marquée, un petit peu agressive, je dirais même, hein, par projection. Et après, comme ce sont généralement des billes métalliques, on les ramasse avec un aimant. Hein. Il y a aussi c'est pas des filaments métalliques, parce qu'il n'y a pas que des billes. En métal, on peut aussi projeter des petites formes un peu particulières, là, comme je dirais
je trouve pas le mot là, des fibres métalliques qu'on protège aussi, qu'on projette, mais c'est souvent des billes. Voilà. Donc c'est un aspect un peu particulier. En bâtiment, j'en ai pas très souvent vu, très honnêtement. Alors après, il y a une autre technique aussi qui consiste à intervenir mécaniquement, c'est le bouchardage. Alors le bouchardage est hérité du travail de la pierre, hein, qui souvent consistait à boucharder la pierre pour, lorsqu'elle sortait de la carrière, éliminer les traits, les marques de sciage des blocs de pierre, hein, et puis ça a évolué vers des motifs décoratifs, etc. Bon, le principe est simple, hein. Le bouchardage consiste à marteler la surface du béton durci avec des burins à pointe, qui sont généralement des pointes diamant, et plus les pointes sont fines, plus les pointes sont épaisses, on obtient différents types de... Différents aspects de surface. Bon, ici, c'est un exemple assez intéressant, c'est à la Cité de la Musique à Paris, dans les espaces intérieurs, bon, donc, Cité de la Musique conçue par Christian de Porzampar, et si vous regardez attentivement cette diapositive, vous vous apercevez qu'à cet endroit-là, comme à cet endroit-là ou à cet endroit-là, ben, il y a des petites choses un peu particulières. En fait, c'était des nids de cailloux. C'est-à-dire que quand on a coulé le béton, on ne l'a pas assez bien vibré, ce n'était pas un béton autoplaçant, parce qu'à l'époque, le béton autoplaçant n'existait pas encore vraiment, c'était vraiment destiné à des chantiers exceptionnels. Et donc, ben, vous aviez ce parement brut gris, ben, il était plus présent là, et vous aviez un peu ce qu'on appelle un nid de cailloux, c'est-à-dire les cailloux qui apparaissent, un peu comme si le mur avait eu des gros boutons sur sa joue, donc ce n'était pas très esthétique. Et donc, il y avait deux solutions, soit on démolit le mur, soit on trouve une façon de traiter le problème. Et Porzampar a trouvé cette solution d'alterner des bandes de béton brut et des bandes de béton bouchardé. Et évidemment, ils se sont débrouillés pour que les nids de cailloux soient plutôt présents dans les bandes de béton bouchardé. Et donc, vous voyez que ben, ce qui était un défaut de mise en œuvre a priori, avec la simple maîtrise d'une technique de traitement mécanique extérieur, ben, ça a permis d'en faire, je dirais, un succès planétaire, parce que cette photo, grâce à l'œuvre d'art qui est ici, elle a fait le tour du monde. Donc c'est une des photos qui a été les plus publiées dans les espaces intérieurs de Porzampar. Donc vous voyez que parfois, quand on maîtrise bien toutes les techniques de ce matériau, quelque chose qui est un défaut, hein, un nid de caillou c'est un défaut, ben on arrive à le récupérer, alors sans faire des ragréages et des tartinages à l'infini qui sont plus laids les uns que les autres, et on arrive à avoir des solutions possibles. Alors je ne dis pas que c'est toujours le cas, parfois il faut démolir, mais là en l'occurrence, ils ont trouvé cette solution-là. Alors j'ai évoqué le bouchardage avec des burins à pointe, mais on a aussi des bouchardes pneumatiques hein, qui permettent de boucharder sur des plus grandes surfaces. C'est ce qui a été fait ici pour cette salle des musiques actuelles à Auxerre. Donc une salle des musiques actuelles, hein, vous les fréquentez peut-être, hein, il y a un certain nombre de décibels à l'intérieur, donc généralement ce sont des grandes coques, des grandes carapaces habillées très souvent d'une carapace en béton, parfois d'autres matériaux, mais l'objectif étant d'assourdir et d'éviter la diffusion à l'extérieur du bruit des concerts qui sont des bruits très importants. Donc ici, les architectes de BMC2, hein, Arnaud Bical et Laurent Coursier, ont conçu cette enveloppe en béton qu'ils ont coulée en béton autoplaçant pour là aussi ne pas avoir trop de joints d'arrêt de coulage, etc. C'est du béton brut qu'ils ont animé avec tout un jeu de joints creux qu'ils ont mis en place et puis de réservations triangulaires dont certaines sont bouchées avec des éléments qu'on pourrait considérer comme décoratifs, d'autres ce sont des arrivées de lumière latérales qui permettent d'animer les murs, les circulations, etc. à l'intérieur. Et puis pour avoir une homogénéité totale de toutes les parties coulées en place de ce bâtiment, hein, comme vous pouvez les voir ici, ils ont choisi de boucharder entièrement leur béton. Hein. Et donc ça a été fait bien sûr avec des bouchardes pneumatiques, hein, parce que là au burin ça aurait pris du temps, évidemment ça va beaucoup plus vite, et ça permet d'obtenir, vous voyez, ce bouchardage qui donne, bon c'est pas un bouchardage très en profondeur, et qui donne ce parement, et qui donne aussi à l'ensemble du bâtiment l'homogénéité que souhaitaient les architectes. Et un aspect là aussi un peu plus velouté, un béton qui serait resté brut de décoffrage, puisque c'est un béton gris, hein, c'est un béton gris clair, mais c'est un béton gris, aurait peut-être été un petit peu plus agressif, et là ça a permis d'adoucir
à la fois avec tous les éléments qu'ils ont mis en place et le traitement. Voilà. Et alors, évidemment, il existe un dernier système de traitement mécanique du béton qui consiste à meuler le parement superficiel du béton. Donc à ce moment-là, en effet, on utilise des disques avec de la poudre de diamant, hein, et bon, c'est ce qu'on utilise pour le polissage du marbre, hein, c'est exactement la même chose. Alors le polissage se fait quasiment exclusivement et uniquement sur des pièces préfabriquées. Par contre, les préfabricants possèdent, je vous en ai mis un exemple ici, évidemment le polissage sur une pièce plate est assez facile parce que ce sont des meules qui passent et qui repassent avec un bras automatisé, il y a un programme, et puis bien sûr on fait plusieurs passes de meules en ayant des disques avec d'abord des gros grains, puis des grains de plus en plus fins. On peut aller jusqu'à 6 passes pour ce qu'on appelle des polis marbriers, voire plus. Hein. Et là, ici, vous voyez, bon, on peut aussi polir des pièces cylindriques, hein, puisque chez les préfabricants, il y a des tours circulaires. Et donc, vous voyez ici, vous avez la meule, hein, qui est en action, et puis bah, la pièce tourne et la meule avance au fur et à mesure pour polir cette pièce. Voilà. Et donc, on a tout un système les préfabricants qui sont spécialisés dans ça ont tout un système de robots qui permettent même de polir des pièces courbes. On va en voir un exemple, des pièces qui ont une certaine courbure, etc. Bon, c'est des automates, hein, qui font ça et qui sont prévus pour cela. Le polissage, en fait, son but, c'est de faire réapparaître les granulats constitutifs d'un béton. Hein. Alors ici, bon, c'est un peu surabondant en termes de granulats, mais vous voyez à la fois apparaître le ciment qui a fait sa prise, les différents types de grains, hein, des gros grains, des petits grains, etc., et leurs couleurs. On va voir qu'on peut intervenir. Et puis, de temps en temps, évidemment, quand vous polissez, vous avez un arrachage d'un élément. Et donc, à ce moment-là, il y a toujours un petit ragréage et des rebouchages sur des pièces qui sont faits avec des mortiers de ciment blanc, etc. Donc je vais revenir un peu en arrière parce que cette diapo a été mal positionnée. Voilà. Donc les bétons polis sont généralement utilisés en préfabrication, mais ils peuvent être utilisés sous différentes formes, soit des grands panneaux préfabriqués comme on peut le voir ici, soit des éléments de vêture, soit des éléments structurels cylindriques comme on peut le voir là. Hein. Je vais vous montrer la façade, la vue en plan. Donc là, ici, ben, ces vêtures, hein, vous avez certains préfabricants qui les proposent sur catalogue, et elles sont fixées comme de la pierre agrafée. Bon, là, c'est des grands panneaux qui arrivent directement de l'usine et qui sont clavetés sur le chantier. Et là, ce sont des poteaux qui sont structurels, mais qui ont été, comme on l'a vu précédemment, polis sur le site. Donc là, c'est un ensemble de logements à Paris, dans le 13e, de l'architecte Catherine Furet. Un détail, hein, vous voyez ici, des éléments structurels en béton poli, et puis là des éléments de vêture, hein, qui sont agrafés de façon traditionnelle. Ici, vous en avez un autre exemple sur une opération de logement qui a été récemment terminée dans le 15e sur le site de l'hôpital Boucicaut, où vous avez donc ce travail des architectes Philippe Hamler et Dubois, et Jacques Dubois, pardon, où en fait, ici aussi, ces immeubles, hein, qui sont constitués de 3 plots qui émergent d'un socle, les façades sont entièrement habillées de panneaux en béton poli, qui sont là des panneaux de béton poli de grande taille, qui sont fixés par des systèmes de suspentes, puisqu'en fait, vous avez la façade fait 40 cm d'épaisseur, puisque vous avez ce premier parement, vous avez l'isolant, et derrière, le voile de façade qui a été coulé en place. Donc là, c'est pour répondre aussi aux objectifs de performance énergétique, etc. Et donc, vous voyez que là, on peut aussi utiliser des pièces de très grande importance. Ici, les éléments qui ont été fabriqués en usine à partir d'un mélange de ciment blanc, de sable et de marbre de Grèce pour obtenir cet aspect blanc. Et ils ont reçu 5 passes de meules pour obtenir un polissage qui est presque un polissage marbrier. Et vous avez des pièces d'assez grande importance, hein, comme on peut le voir ici. Hein, vous avez des grandes pièces comme celle-ci, d'autres qui sont plus petites. Bon, je vous passe, mais certaines peuvent atteindre jusqu'à 2 tonnes, voire 6 tonnes pour les plus grosses. Donc vous voyez que ce sont des choses
à manipuler avec précaution. Un autre exemple en béton poli, c'est la façade de l'extension du Palais des Congrès de Christian de Porzampar, où vous avez ce grand plan incliné ici et ce volume tronconique qui abrite les salles de congrès, qui ont entièrement été habillés avec des éléments de béton poli. Et ces éléments de béton poli, en fait, si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a des petites marbrures. Et donc c'est un procédé un peu particulier qui a été mis en place. En fait, si vous voulez, chaque panneau fait 4 alvéoles. Fait 4 alvéoles. Et donc, en fait, sur le banc de polissage, sur le banc de préfabrication, à l'intérieur de chacune de ces alvéoles, Christian de Porzampar avait demandé à ce que soit mis en place un béton soit gris-bleu, soit un béton orangé, et puis après un béton blanc. Ensuite, avec la table vibrante, ils ont très légèrement vibré tout ça pour obtenir ce mouvement. Et puis ensuite, bon, évidemment, ceci a été fait sur une épaisseur de 6 cm. Et après, on est venu mettre le treillis d'armature et le béton, puisque le panneau fait 12 cm de classique. Hein, la seconde partie du béton n'est pas en béton de ciment blanc, etc. Et donc, ça lui a permis d'obtenir ce béton un peu moiré qu'il souhaitait obtenir pour ne pas avoir une façade totalement blanche et un peu, de son point de vue, qu'il aurait trouvé un peu fade et un peu anonyme. Et vous voyez ici, ces éléments qui apparaissent, hein, c'est en fait un béton d'une autre couleur et les panneaux ont ensuite été polis puisque là en fait sur la place de la Porte-Maillot, et c'est vrai que le bâtiment, je pense qu'il est bien entretenu, mais il vieillit très bien. C'est un très très grand carrefour giratoire avec énormément de circulation et cette façade qui est exposée aux pollutions est toujours pour l'instant impeccable. Alors je suppose qu'aussi après dessus ils ont passé un élément de protection qui protège en plus le béton. Un autre exemple, alors non pas pour nécessairement l'architecture de ce bâtiment qui est somme toute assez simple, bon, qui est une tour faite par l'architecte japonais Kurokawa à la Défense, mais là en fait quand on regarde ce bâtiment de loin qui est revêtu aussi d'éléments en béton préfabriqués, on a l'impression d'un bâtiment gris. Quand on s'approche, on voit que ces panneaux sont en fait beaucoup plus animés et complexes que l'on croit. Le panneau que l'on voit en gris clair, la partie que l'on voit en gris clair en fait a été coulée en place sur une matrice qui avait ces formes-là. Donc, quand elle a été décoffrée, il y avait tout un tas de creux, et ces creux ont été remplis par un autre béton avec d'autres types de granulats, etc. Alors, la difficulté pour le préfabricant ici, c'était de faire en sorte qu'il y ait une bonne accroche de ces éléments-là avec le fond de base. Bon, il a trouvé... Il garde le secret de sa fabrication, et évidemment que ça ne se détache pas. Mais ce sont des tâches qui font à peu près cette taille-là. Hein, c'est pas... Mais vous voyez qu'on a différentes échelles de lecture, à la fois ce gris où on voit apparaître un peu les granulats, et ici les granulats un peu plus importants, et on joue sur des teintes de ciment et de colorants un peu plus clairs ou un peu plus foncés. Un autre exemple, pour vous montrer aussi qu'on peut faire des pièces en béton poli préfabriqués qui ne sont pas droites. Hein. Là, ce sont des éléments de vêture, des triangles équilatéraux qui viennent habiller un bâtiment, un volume sphérique hein, qui abrite l'amphithéâtre principal du lycée Jean Monnet à Montpellier, et qui est recouvert d'un ensemble d'écailles qui sont constitués de triangles équilatéraux très légèrement incurvés, et vous voyez qu'en fait on est dans ce qu'on appelle la décomposition de l'icosaèdre sphérique, où on décompose avec des triangles une sphère, comme un ballon de football paraît-il, en une série d'hexagones et une série de pentagones que vous pouvez lire là. Alors ça a nécessité au niveau de la mise en œuvre et de la préfabrication, donc là vous avez le principe, une première coque en béton sur laquelle ensuite on vient mettre en place ces écailles de béton poli qui sont fixées sur des patines métalliques, et on en profite, ce qui était assez précurseur à l'époque, pour isoler la sphère en béton par l'extérieur. Donc il y avait là un peu une avant-garde. Et puis bien sûr, vous voyez qu'à certains endroits, vous avez 6 écailles de béton qui sont fixées sur une pâte métallique. Donc ça nécessite là aussi d'avoir au niveau de la mise en œuvre une grande précision, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir ici un joint de 3 cm et là un joint de 2 mm. Hein. Donc tout ceci a été parfaitement étudié et mis en œuvre. On va évoquer rapidement la question de la couleur. Bon, je passe rapidement. Le béton, comme tout matériau, peut être peint. Bon, certains architectes comme Le Corbusier s'en sont pas
privée. Ici, on voit du béton peint dans une des chapelles de semaine du couvent de la Tourette. On a un autre exemple ici où David Crass, Nicolas Sûr et Benoît Robert, pour une petite salle polyvalente, viennent en fait exprimer la structure de leur bâtiment en la peignant en blanc. Ici, un autre exemple d'un petit bâtiment technologique, le siège de Flip Technologies à Villeurbanne. En fait, comme il s'agit de composants électroniques pour l'automobile, l'architecte a choisi de faire un bâtiment qui est un peu peint comme une carrosserie automobile, donc et qui met un peu en valeur les formes qu'il a dessinées. Bon, le principe de mise en œuvre est assez simple. Si vous voulez, une fois que les formes sont décoffrées, elles sont ragréées, poncées. Ensuite, une résine époxy a été appliquée sur tout le béton. Cette résine aussi a fait l'objet d'un ponçage et d'un masticage. On met une 12e couche de résine qui est elle aussi poncée. C'est vraiment un travail de carrosserie. Hein. C'est un travail de carrosserie. Et puis, en fait, on a une application d'une peinture mate métallisée à paillettes qui va donner cet aspect de carrosserie automobile. Et enfin, la peinture est vernie. Voilà. Un autre exemple, tout récent, hein, c'est l'architecte Dominique Coulon, qui vient de livrer le conservatoire de musique, de danse et de théâtre à Belfort, le conservatoire Henri Dutilleux. Bon, vous connaissez peut-être l'architecture de Dominique Coulon, puisque c'est quelqu'un qui est un peu médiatisé. Donc, un travail souvent sur des formes très expressives, etc. Donc là, c'est un bâtiment qui est brut de décoffrage. Et en fait, il a animé les parois de son bâtiment par un dripping, c'est-à-dire que vous avez deux peintures, ce sont deux nuances de bleu, qui sont projetées. Ce sont deux artistes qui ont fait ce travail, qui ont mis au point les pinceaux de projection, les techniques de projection, etc. et qui ont entièrement recouvert le bâtiment de ce dripping, dont l'aspect de surface de plus près est ici. Et alors, bon... comme le dit Dominique Coulon, il dit, je trouve, bon, c'était un choix, il dit, c'est une expérimentation que j'ai faite, mais le bâtiment est très bien reçu par les utilisateurs et par je dirais les habitants. Et certains y voient les veines du marbre, d'autres y voient, puisqu'il est situé à la limite entre un faubourg et une partie très végétalisée, d'autres y voient des nervures de végétation, etc. Donc c'est un peu un support aussi à la rêverie, etc. Donc c'est assez exceptionnel. Bon, c'est très inspiré du travail de gens comme Jackson Pollock, etc. Et ça a nécessité une mise au point particulière de la part... La mise en œuvre a été faite par deux artistes qui avaient travaillé avec Dominique Coulon et que l'entreprise du lot peinture a intégré dans son lot pour intervenir. Alors ensuite, autre possibilité de colorer le béton, c'est la lasure. Contrairement à la peinture, la lasure, elle, elle offre un traitement chromatique, mais elle possède une certaine transparence qui permet éventuellement de faire apparaître les veinures du béton, le nœud des planches de coffrage, etc. Et donc d'avoir un aspect peut-être moins recouvrant que peut l'avoir une peinture, comme on l'a vu dans les chapelles de Le Corbusier. Et donc et en même temps, ça permet aussi d'avoir à la fois une expression colorée et aussi d'assurer une protection du béton, hein, puisque les lasures protègent le béton brut de décoffrage d'éventuelles agressions atmosphériques, etc. Donc là, c'est un petit exemple, mais on pourrait en citer des dizaines de bâtiments, là, des architectes Masson et Ammonique, hein, dont bâtiments bruts de décoffrage. On voit qu'ils ont aussi utilisé dans leur coffrage, on retrouve un peu ce que j'ai dit précédemment, des lettres qui sont imprimées en creux pour l'identité du bâtiment. Et donc, ça donne cet aspect un peu brillant à ce bâtiment. Donc, le choix de la couleur, bon, c'est lié aux thématiques de projet, je ne vais pas m'étendre dessus. Un autre exemple ici, c'est le Dojo National à Paris, qui est situé le long du périphérique. Donc, ce grand mur ici protège le dojo des nuisances du périphérique. C'est un grand mur, un écran acoustique en fait, hein, qui est un mur en béton coulé en place, animé par un certain nombre de stries. On retrouve tout le travail sur l'empreinte, le creux, etc. Je ne reviens pas dessus. Et ensuite, tout simplement, sur le parement en béton a été appliquée une lasure gris anthracite et qui est elle-même protégée par un vernis à base de résine polyuréthane, bon, qui
qui va permettre à cette partie du bâtiment de supporter, je dirais, toutes les agressions des pollutions par hydrocarbures et autres, puisque on le voit ici, on est au pied du périphérique. Et les mêmes architectes ont fait la même chose quelques années précédemment. De l'autre côté du périphérique, au nord, c'est une cité étudiante, c'est une résidence étudiante, pardon, du côté de la porte de la Chapelle. Et là, ici, vous avez toutes les circulations, les coursives de circulation, qui sont protégées par ce grand mur qui a été réalisé, lui, avec des panneaux préfabriqués. C'est quand même un mur qui fait 100 mètres de long et 30 mètres de haut, et qui a été construit en panneaux préfabriqués striés, avec ces cannelures horizontales que l'on voit ici. Et ensuite, il a été recouvert par une lasure noire brillante qui assure sa protection. Et aujourd'hui, je dirais, ce qui en fait sa pollution la plus importante, c'est les tags qui ont été faits au pied du mur. Mais sinon, le mur n'a pas bougé. Alors la teinte dans la masse, je l'ai déjà évoqué, on peut teinter le béton dans la masse, soit en incorporant des colorants artificiels, des colorants naturels dans le béton, comme par exemple ici l'avait fait Jacques Ripaud pour avoir un béton de teinte ocre orangé pour cette salle des musiques actuelles à Brest. Bon, c'était le choix de l'architecte, on est au pied du port commerçant, etc., au pied des remparts de Brest. Il souhaitait avoir cette couleur qui évoquait pour lui, je dirais, l'atmosphère marine d'un port. Donc vous voyez, c'est des éléments de béton coulés en place. On a un colorant de couleur orange qui vient permettre de teinter le béton. Ici, un autre exemple des architectes Beckman et NTP pour cet ensemble de logements, où là, ils ont une approche assez sculpturale avec 3 plots verticaux qui émergent d'un socle. Et pour renforcer cette image, ils ont choisi d'utiliser un béton teinté dans la masse de couleur brune, qui vient renforcer pour eux cette expression de l'élan vertical. Et ils ont utilisé là aussi un béton autoplaçant, ce qui leur a permis d'avoir des coulées de 2 hauteurs d'étage et de sortir de la stratification horizontale que l'on retrouve assez habituellement dans les immeubles de logement par le système des niveaux. Et le béton autoplaçant s'est avéré aussi très important, puisque vous voyez qu'il y a des pièces ici qui sont assez longues, avec des vides derrière. Donc ça a permis, par l'autoplaçance du béton, d'avoir des arêtes parfaites. Mais là, bon, c'est aussi un travail sur une écriture, une esthétique. Bon, je laisse chacun d'entre vous libre d'apprécier. Bon, ça, je passe. Alors, il y a une autre possibilité aussi d'intervenir en couleur avec le matériau béton. Ici, ce sont les architectes Hubert et Roy au siège de la BNP à Montreuil. Là, donc, c'est un bâtiment de bureau, donc assez simple, un calpinage avec des systèmes de fenêtres pour les ouvertures et des panneaux préfabriqués en béton gris ou en béton coloré. Et en fait, ce béton coloré, ces couleurs, qui sont des ocres et des rouges, ont été choisies après avoir fait une étude chromatique du quartier. On est à Montreuil, un quartier faubourien, avec une présence importante de briques, de meulières, etc. Donc ils ont choisi une gamme chromatique de colorants. Et ces colorants n'ont pas été intégrés dans la masse des panneaux, mais elles ont été, comme c'est indiqué ici, sur le fond de chaque banche huilée. Les pigments ocre et jaune ou rouge ont été jetés au hasard à la main par les compagnons de l'entreprise de préfabrication. Et ça permet d'obtenir, si vous voulez, alors il y a des pourcentages de dosage qui sont prescrits, mais ça permet d'obtenir, si vous voulez, ce type de panneau où il y a une part d'aléatoire assez importante qui intervient dans le mode de fabrication. Là, on est un peu différent de ce qu'on a vu précédemment du teinté dans la masse, où on incorpore dans le béton, généralement fait avec du ciment blanc, un colorant. Là, il est projeté à la surface. Donc c'est une autre façon de faire. On peut aussi, bien sûr, travailler la teinte avec les bétons polis, puisque chez tous les préfabricants, il y a un certain nombre de cases à granulats. Et on peut choisir, un peu comme des recettes de cuisine, je dirais entre guillemets, les granulats que l'on veut mettre dans les panneaux que l'on souhaite utiliser et faire ce qu'on appelle des éprouvettes, comme l'on voit ici, et qui permet de savoir si on a choisi les bons granulats en fonction de la teinte et de l'aspect qu'on veut obtenir. Ici, vous avez un choix avec des brins, des marbres bruns, des choses comme ça. Et ici, vous avez un autre panneau, donc avec du ciment gris, du marbre bleu turquin et blanc bleuté, du sable noir de basalte. Vous voyez, donc ça, après, sur le béton poli, on peut faire tout un travail, puisqu'on va faire réapparaître les constituants du béton, un travail de composition du matériau béton.
On peut aussi utiliser simplement des sables sur des bétons blancs ou des bétons clairs. Ici, c'est une maison à Saint-Fortunat, où Clément Vergely de Saint-Fortunat est situé dans les Monts d'Or, dans la région de Lyon. Et en fait, simplement, c'est un béton de ciment blanc, et l'architecte Clément Vergely utilise un sable d'une carrière proche, qui est un sable légèrement teinté, dont on voit qu'il va donner une couleur un peu ocre, brun ocre, à son béton, qui est un béton à la planche classique, etc. Et vous voyez là ce bassin, lui, en béton gris classique, dont on voit la différence de couleur et de nature. Et vous retrouvez, bien sûr, à chaque fois, le travail, les écarteurs de branches, la texture sur la peau coffrante, etc. Donc tout ceci se combine et se compose. Un exemple... Alors là, on est dans des bétons de ciment blanc déjà, mais comme l'environnement, il prend une certaine couleur, mais c'est un béton de ciment blanc. C'est la médiathèque Montaigne à Frontignan, où là aussi, les architectes ont choisi de réaliser ce bâtiment entièrement en béton coulé en place texturé. Alors c'est un procédé un peu particulier, puisque c'est un procédé breveté qui permet de réaliser dans en coulant en une seule fois, un parement en béton extérieur, d'avoir l'isolant pris à l'intérieur et d'avoir un parement intérieur. Donc ce sont des murs qui font une quarantaine de centimètres d'épaisseur. Bon, c'est un procédé qui a été breveté, mais il y a d'autres architectes qui le font sans utiliser ce procédé breveté. Et donc ça permet là aussi d'avoir des bâtiments qui correspondent avec cet isolant pris entre les deux voiles, qui correspondent aux exigences de la RT 2012 actuelle et future. Et vous voyez, là on retrouve le travail sur le calpinage, les ouvertures, ici des réservations dans les coffrages qui permettent d'avoir ces mouchards habillés, et ce béton texturé à la planche que souhaitaient les architectes, avec un autre détail ici. Et c'est un béton blanc, mais il a une petite... je pense que les sables interviennent un peu et le tanin des planches de coffrage lui donne une petite couleur. Ici, vous voyez à l'intérieur, puisqu'on retrouve aussi ce béton à l'intérieur, avec un plancher à caisson, plancher-plafond à caisson. Et enfin, on va terminer avec le béton de ciment blanc. Donc on peut aussi avoir du béton blanc avec du ciment blanc. Ici, c'est le premier édifice qui a été réalisé avec des bétons de ciment blanc dits auto-nettoyants, c'est-à-dire qu'en adjoignant du dioxyde de titane dans le béton, on peut permettre le déclenchement d'une réaction de photocatalyse quand le soleil vient taper sur le béton, et à ce moment-là, ça décompose les mousses, les poussières, etc., qui sont sur le béton, et lorsqu'il pleut, on va avoir un nettoyage de la façade. Donc ça, c'est l'église du Jubilé qui a été réalisée par Richard Meyer à Rome, qui était prévue pour le jubilé de l'an 2000 et qui a été livrée un peu plus tard. Elle est réalisée, en fait, elle est constituée de trois coques sphériques qui sont en fait des grands blocs en béton de ciment blanc auto-nettoyant, et qui sont fixés par des systèmes de câbles de précontrainte et qui viennent fabriquer la spatialité intérieure de ce bâtiment, comme on peut le voir ici. Et donc, les éléments sont parfaitement auto-nettoyants. Un autre exemple, alors lui qui n'est pas en béton auto-nettoyant, c'est un groupe scolaire qui a été réalisé à Châtellerault par Vallée de Martinis. Pour des raisons de conception du projet, etc., et du site, leur projet, qui est un groupe scolaire comprenant une maternelle et une école élémentaire, repose sur un socle qui est entièrement en béton blanc matricé. On va voir un petit peu un détail de ce béton blanc matricé. Et au-dessus se développe l'école avec ses deux cours de récréation, la maternelle ici et l'école élémentaire en partie supérieure. Tous les éléments visibles ici sont soit en béton blanc coulé en place, soit ce sont des ventelles qui protègent, etc., qui ont été réalisées en composite ciment vert, mais toutes en ciment blanc. Et ici, sur ce parement, j'espère qu'on le voit un peu, vous voyez ici, vous avez un parement matricé qui vient reprendre un peu la texture des contreforts qui sont proches, puisqu'on est aux abords des fortifications de la ville de Châtellerault. Et ici, vous avez les éléments en béton blanc lisse, soit bruts de décoffrage, soit qui ont été préfabriqués en usine, ces grandes ventelles. Et je vais m'arrêter là, et je vous remercie si vous avez des questions.